En fait, la vie, c'est pas arriver à un objectif, c'est le chemin. C'est ce qui est passionnant, toi. Aujourd'hui, nous sommes avec Soheb Bouafia, boxeur olympique talentueux, mais aussi à la tête de la plus grosse organisation de MMA amateur en France. À seulement 26 ans, il est devenu une personnalité incontournable du monde des sports de combat avec son organisation, le PEF. Dans ce podcast, vous découvrirez son parcours et les plus beaux enseignements qu'il a à nous partager. Je vous souhaite un bon visionnage. Comment tu as vécu le fait de ne pas avoir été qualifié? Du coup, oui, ça m'a anéanti pour une petite période parce que c'était la chose la plus importante de ma vie. Les Jeux Olympiques, c'était mon rêve, comme je disais. J'étais entraîné pendant 4 ans. Pendant bien plus de 4 ans. Tu vois, une Olympiade, c'est 4 ans, mais je me suis entraîné depuis tout petit. Je m'entraîne pour ça. C'était mon seul rêve, au final, sportif en termes de boxe anglaise. Moi, je pense qu'un jour, c'est fortement possible que le MMA sera aux Jeux Olympiques. Le PEF, aujourd'hui, c'est l'organisation amateur numéro 1 en France. Donc, c'est la référence en France. En même pas un peu plus d'un an, on a réussi à se placer en tant qu'une organisation numéro 1. PEF, c'est aussi la première sur cette édition-là, d'ailleurs. La première organisation 100% amateur de MMA à passer sur RMC Sport, le plus gros diffuseur, la plus grosse chaîne sportive de France. En général, sur les événements, 1200 personnes qui sold out. C'est que des guichets fermés. Je sais plus si c'était le deuxième ou troisième événement. On arrivé à 30 minutes de l'ouverture de l'événement, on vient me voir à fond, tu vois, je suis dans le casque et tout ça, on vient me voir. Soit il n'y a pas de gants. Ouais, c'est chaud ça. Il n'y a pas de gants. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ce podcast Impacting Talk. Comme vous le savez, ici nous accueillons au quotidien des personnes aux parcours inspirants qui viennent partager avec nous leurs réussites, mais aussi leurs échecs et surtout leurs conseils. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être en compagnie de Soheb Bouafia qui parvient à allier sa carrière de boxeur et une carrière d'entrepreneur. Vous allez voir, ce podcast il va être lourd, on va partager énormément de valeurs tout autour du sport et de l'entrepreneuriat. Mais je ne vous en dis pas plus, vous allez voir. Les amis, avant toute chose, je vous invite à vous abonner, lâcher un commentaire et surtout partager cette vidéo. Ne gardez pas tout ça que pour vous. Soheb, comment tu vas? Ça va? Eh bien, on est à la maison. Et moi, t'es ici, pas loin de chez moi. On est à quelques minutes de chez moi. Ça fait plaisir de voir des gens qui se développent et qui créent des choses. Plaisir de partager. Et donc, on est là pour aussi faire partager notre expérience. À ma petite échelle, pour l'instant, j'ai encore le monde devant moi, mais on est ici pour faire un petit point, on va dire. Et ben, Soheb, petit rituel pour tous ceux qui viennent ici. Est-ce que tu veux bien te présenter pour que ceux qui ne te connaissent pas puissent... Moi, Soheb Bouafia, 25 ans. Je suis un enfant de la ville de M, donc une ville juste à côté de Roubaix. Je suis issu d'une fratrie de 6 frères. Je suis l'avant-dernier du coup. Élevé par une maman seule. Et passionné de sport et passionné de passionner aussi. Ça marche. Ok, bah, j'ai tout de suite envie de te poser la question. Qu'est-ce qui vous a attiré, tes frères et toi, vers le milieu des sports de combat? Parce que tu as oublié de préciser, vous avez tous fait des sports. On est tous des frères et on a tous débuté par le judo. Ah, ok. Déjà, en fait, comme je l'ai dit, ma mère nous a élevés seuls. Donc, du coup, elle avait besoin d'un soutien pour nous éduquer. Parce que c'est pas facile, on vient des milieux populaires. On est 6 grands garçons. La moyenne de poids taille, on va dire, c'est 1m93, 95 pour 95 kilos. Donc du coup, il faut savoir gérer tout ça. Et donc ma mère a eu le choix, on va dire, judicieux de s'épauler du sport pour nous transmettre toutes ces valeurs, la discipline et tout ce que engendre le sport. Du coup, on a commencé à 3 ans, j'ai commencé par le judo. Et ensuite, je me suis développé... J'ai rencontré des gens, le judo, ce qui est bien, c'est que c'est un sport avec beaucoup de valeurs et qui te permet de garder ton calme. J'étais un peu hyperactif, on va dire, quand j'étais jeune. Et donc le fait de saluer, le fait de respecter ses camarades, le fait de perdre, gagner, parce que j'ai toujours aimé la compétition, donc on en a fait depuis petit. Perdre, gagner, savoir garder son calme et tout ça. Ça a été des choses qui m'ont été très chères, moi, depuis mon enfance et que je juge de ça encore aujourd'hui. Voilà. Vous avez dû beaucoup vous battre à la maison avec tes frères. Ouais, on était un peu dans une concurrence. On a toujours été dans une concurrence, on va dire, concurrence loyale, une bonne concurrence.
mais on a toujours voulu être meilleur que le frère du dessus ou du dessus ou du dessous. Le petit frère essaye toujours de dépasser le grand frère et on est dans ce truc qui nous pousse. Hein. Moi, j'ai appris même au niveau que la concurrence est hyper importante. Ça, c'est grâce à la concurrence qu'on progresse. Et donc, avoir tout le temps quelqu'un qui pousse derrière, ça m'a été utile. C'est un environnement en fait qui t'aide à t'élever et de surpasser au quotidien. Mais qui reste hyper sain parce que personne n'a développé une haine contre un autre ou quoi que ce soit. On est resté dans un. C'est pas facile hein, quand j'y pense de pas jalouser. C'est fréquent dans les familles où t'as un frère qui jalouse un autre frère, ou t'as une sœur qui jalouse une autre sœur, ou t'as une sœur qui jalouse un frère, qui est le plus aimé, qui est le plus truc. Chez nous, on n'avait pas trop de ça. On était beaucoup dans le sens où tu veux réussir plus, travaille plus. Et donc voilà, on a été éduqués avec ça et on a tout de suite compris l'intérêt du travail. Quand je parle de travail, c'est de se dépasser, c'est de s'entraîner, c'est tout ce que relie, on va dire, le mot travail. Et voilà. Donc ça a été utile. Ok. Et aujourd'hui, il me semble que tu es boxeur olympique. Est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours Du coup, tu nous as dit qu'au début, tu as commencé avec du judo. Qu'est-ce qui t'a au fur et à mesure mené vers la boxe? Moi, je suis un passionné de sport. Donc, j'aimais le sport. Je suis un mauvais perdant aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai fini dans un sport individuel au final. Ok. J'ai fait du judo, j'ai fait du tennis de table, j'ai fait du hockey sur gazon, j'ai fait du basket, j'ai fait du football. J'ai un peu touché tous les sports. Et au final, moi, à chaque fois que j'allais dans un sport, j'avais un frère à moi qui venait dans ce sport et on se faisait la concurrence. Et il me dépassait ou je le dépassais. Et donc, on allait dans un autre sport et c'était une boucle un peu infinie. Et après, j'ai fini dans la boxe où j'avais des bonnes prédispositions aussi. J'avais le mental parce que le mental, c'est ce qu'il y a de plus important dans le sport de haut niveau, dans le sport de combat. Et j'ai très vite progressé, champion du Nord, champion des Flandres, champion des trucs, jusqu'à faire champion de France. Et aujourd'hui, je suis champion de France en titre et 2 fois champion de France, quoi. Ok. Et est-ce que tu envisages à un moment de faire une carrière en boxe professionnelle? Ben, peut-être. Je sais pas encore. Pour l'instant, je sais pas. J'ai pas encore pris de décision. Je suis encore dans la période de réflexion. Ouais. Et comme ce qui rejoint le sujet de ton podcast, je gère plusieurs choses en même temps. Donc c'est une possibilité. J'aime avoir plusieurs possibilités. Je pense que c'est important pour se sentir safe, on va dire, et ne pas être obligé de quelque chose. J'ai toujours travaillé pour ne pas devoir faire des choses à dépendre de quelque chose. Ouais. Et pouvoir faire ce que je veux moi. Et aujourd'hui, j'ai le choix. Après, il faudra faire le choix le plus judicieux. C'est que la boxe, c'est un truc qui me passionne, j'aime bien. Ça crée beaucoup de choses, beaucoup d'ouvertures, beaucoup d'opportunités derrière. Mais aussi, ça a un impact aussi sur la santé physique, mentale. On l'a vu avec Mohamed Ali. Ouais, voilà. Et donc, faut trouver sa limite, savoir s'arrêter quand il faut. Mais je pense pas que je pense que j'en suis pas au début, mais pas à la fin de ce que j'ai pu donner pour la boxe en tout cas. Et sur tes différents réseaux, on voit aussi que quelque part, je pense que tu as envie d'impacter le milieu de la boxe en France. Dernièrement, tu avais fait une vidéo sur le fait que les combats n'étaient pas retransmis en direct. On sent aussi cette âme je dirais, entre guillemets, révolutionnaire, où tu veux aussi porter ta pierre à l'édifice et améliorer ce... Moi, depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours aimé être un meneur, on va dire, de groupe. J'ai toujours été un meneur. Depuis tout petit, j'ai toujours été le délégué de ma classe. Tu vois, ah ouais, ça c'est fort ça. J'étais le délégué. Moi, j'aime bien être le délégué, j'aime bien prendre des décisions, j'aime bien devoir négocier avec quelqu'un qui n'a pas le même avis que moi pour l'emmener dans ma situation. Je suis passionné de ça. Mais au final, ça, c'est l'entrepreneuriat, tu vois. Je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Mais j'ai toujours été passionné de ça. Et du coup, je suis dans le milieu de la boxe. Si j'avais été dans un autre milieu, j'aurais aussi fait avec les besoins de ce milieu. Moi, je trouve que
On est des gens qui travaillent beaucoup, on fait un sport qui est très dur, on prend des coups, on le fait pour nous bien sûr, mais on le fait aussi pour représenter un pays, un drapeau. Et du coup, ça a été hyper important pour moi d'avoir cette reconnaissance. J'ai senti que on n'avait pas la reconnaissance qu'on méritait. Et quand je dis qu'on, parce qu'on est une équipe, on est l'équipe de France, même si j'ai pas participé aux Jeux Olympiques, on est une équipe et on s'entraide. Et donc moi j'aurais aimé qu'on le fasse à ma place, que quelqu'un me demande pour moi si je suis pas diffusé, j'aurais aimé quelqu'un me prenne la parole. Et j'ai pas peur des choses, j'ai rien à me reprocher, j'ai aucun risque. Je sais que j'ai aussi toutes ces cordes, on va dire, à mon arc qui me permettent que si demain on me coupe l'herbe sous le pied dans un sens, j'ai quelque chose d'autre pour me rattraper, tu vois, c'est un luxe aussi. Rebondir. Tu vois, je peux rebondir sur autre chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'essaye de toucher un peu à tout et de divertir. Je vais essayer de me divertir. Et voilà quoi. Donc, j'ai pas peur de prendre la parole. Je suis pas le mec qui fait des scandales pour rien. Tu vois, c'est lourd. Tu vois, les gens qui forcent sont des gens lourds. J'aime pas les gens qui crient pour rien. Je suis pas le mec le sévère pour voilà. Mais quand il y a quelque chose d'intéressant et qui peut monter et développer en tout cas les miens, je serai le premier à le faire. Pendant que je faisais mes recherches sur toi, j'ai pu voir en fait que ton amour pour la boxe et d'autant plus le fait de participer au JO ne date pas d'hier. Notamment lorsque Daouda il a reçu la médaille d'argent, il est rentré, il y a cette vidéo où tu parles, tu dis Daouda c'est le meilleur. C'est ça. Non, bien sûr, non, c'est une période qui a marqué ma vie. Hein. C'est une chance pour moi d'avoir eu une personne qui passe un peu les deux mondes. En fait, moi, je trouve qu'il y a deux mondes. Quand il y a un monde dans le milieu populaire et tu as un monde un peu au-dessus. Et le sport de haut niveau, c'est un outil qui te permet de pouvoir... c'est magique, hein, c'est un outil qui permet de passer ce mur, on va dire, invisible vers l'autre monde. Et Daouda m'a permis aussi de me rendre compte, enfin de mettre les pieds dans l'outil, donc le sport, qui pourrait me faire passer dans ce nouveau monde. Donc je suis content. Et après, ce qui m'a marqué à travers ça, c'est le fait de performer, le sport et tout ça, la visibilité, c'était bien. Mais le fait de transmettre, ça m'a encore plus marqué. C'est pour ça que t'as dû le comprendre à travers tes recherches, que je suis quelqu'un qui cherche à transmettre beaucoup. Et donc pour transmettre, il faut avoir des compétences. Et donc je travaille pour développer ces compétences et en même temps les transmettre. Et du coup, j'hésite pas, comme on l'a fait pour moi, à intervenir dans les écoles et tout ça, mais aussi à parler encore. Juste avant, j'étais avec quelqu'un, on discutait, et j'essayais de lui donner des petits tips à mon échelle. Je suis pas encore là où j'ai envie d'être, mais c'est important pour moi de transmettre et je pense que tout le monde doit avoir ce devoir de transmettre. C'est vrai. Et c'est ce que tu es en train de faire en ce moment. Ok. Du coup, tout à l'heure, tu as abordé le sujet des Jeux Olympiques. Comme tu l'as expliqué aussi tout à l'heure, tu as eu beaucoup de trophées, tu avais énormément de cordes à ton arc. Comment tu as vécu le fait de ne pas avoir été qualifié alors que tu étais pressenti Moi, j'étais pressenti. J'ai, on va dire, la gueule de l'emploi aussi. Parce que bon, je fais assez boxeur, grand, bronzé. Je sais bien m'exprimer aussi. Enfin, je sais assez bien m'exprimer. Donc, on va dire que je suis un bon porte-drapeau pour une équipe. Même à travers l'équipe de France, on va dire même les coachs. Enfin, déjà les coachs, mais aussi ceux qui s'occupent de toute la partie média et tout ça auraient kiffé me voir au jeu parce que je sais envoyer un vrai message qui a de l'impact. Et du coup, oui, ça m'a anéanti pour une petite période parce que c'était pendant une petite période la chose la plus importante de ma vie. Faire les Jeux Olympiques, c'était mon rêve, comme je disais. J'étais entraîné pendant 4 ans. Je me suis entraîné pendant bien plus de 4 ans. Tu vois, une Olympiade, c'est 4 ans, mais je me suis entraîné depuis que je suis tout petit, je m'entraîne pour ça. C'était mon seul rêve, au final, sportif, en termes de boxe anglaise. C'est pas fini, hein, t'as les Jeux de 2028, et donc... Mais les Jeux à Paris, c'était vraiment un gros objectif pour moi. Ce qui est dur, c'est que j'ai échoué à un cheveu de la qualification.
fallait gagner 5 combats pour se qualifier. J'ai perdu le dernier, j'en ai gagné 4. J'ai perdu vraiment au pied de la qualif. Et je crois vraiment, on peut appeler ça comme on veut, le Mektoub, bon, on peut appeler ça le destin, chacun appelle ça comme il veut, mais je crois en cette chose. Et je pense que chaque chose est faite pour en tirer des leçons derrière. Et donc je sais que j'en tirerai des leçons de ça. Je suis plus grand, j'ai fait les championnats de France, je suis arrivé en finale des championnats de France, j'ai perdu alors que j'avais largement les qualités pour gagner, mais j'ai été pris par plusieurs choses. Il faut juste que je me dise, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas réussi? Et à travers ça, quand je me relève, je deviens plus fort et donc je dois plus faire ces erreurs d'avant. Et donc ce qui est bien dans le sport, c'est que ce qui fonctionne dans le sport fonctionne aussi dans la vie de tous les jours, tu vois. Ouais. Le travail, l'abnégation, les sacrifices, c'est des choses que tu fais ça pour gagner un combat, mais dans la vie, un entrepreneur ou n'importe qui d'autre doit faire ces choses aussi pour se développer et arriver à ses fins, tu vois. Ouais. Donc au final, je suis chanceux, tu vois. Au final, je suis chanceux, même si, bon, la porte, on va dire que j'avais une voie, en plus c'est lié à ça aurait été beaucoup plus facile pour l'entrepreneuriat d'être un Olympien, un médaillé olympique et tout ça, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais même si la voie, on va dire dorée, c'est pas ouverte, je prendrais le petit chemin pour arriver au final à mes fins, tu vois. Dans tous les cas, tu n'abandonnes pas et tu restes fixé sur tes objectifs. C'est ça, et c'est ça la vie. En fait, la vie, c'est pas arriver à un objectif, c'est le chemin, tu vois. C'est le chemin, c'est ce qui est passionnant, tu vois. Au final, toi, je sais pas, même on va dire un cuisinier, tu vois, il va préparer un plat. Tu vois, son plat, il va le manger, au final, ça va être bien. Mais là où il a pris le plaisir, c'est à devoir cuire son petit truc, chauffer, mettre le petit truc, savoir avoir le bon timing, ne pas avoir brûlé ses œufs, tu vois. C'est tout ce truc-là, c'est la préparation c'est dans la préparation que tu prends le plaisir. Et donc, moi, je suis en plein dedans, je suis dans ça, je suis dans la préparation, je suis dans mon développement, dans mon évolution. Et je prends du plaisir. Et du coup, si je dois résumer, ce qui t'a, entre guillemets, aidé à passer cette période-là, qui était difficile, c'était tous ces enseignements de sagesse, comme quoi rien n'arrive par hasard. C'est les leçons. C'est les leçons, c'est les gifles que j'ai pris avant, tu vois. Parce que c'est pas la seule. Moi, cette gifle-là, elle a peut-être fait un peu plus mal que les autres, mais j'en ai pris avant. Et j'ai des exemples pour me dire que j'ai su me relever. Pourquoi je ne vais pas me relever Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu me relever? Moi, pour ma part, c'est de pouvoir me fixer un nouvel objectif. Et bien maintenant, on refait la même chose, refixe-toi un nouvel objectif. Quel conseil donnerais-tu du coup à des potentiels athlètes ou entrepreneurs qui nous regardent et qui traversent des périodes, des hauts et des bas? C'est ça, c'est de se dire, ok, mon objectif, j'ai pas réussi mon objectif, mais est-ce que c'est la fin? Tu vois? Est-ce que c'est la fin? Des fois, tu penses que, je sais pas, t'as une maladie, t'es malade, tu penses que c'est la fin, tu penses que c'est trop. Ou, je sais pas, t'as faim, c'est un exemple parfait, t'as faim, tu meurs de faim, t'as trop envie, tu penses que c'est un truc de fou. Et une fois que tu as mangé un petit truc, toute cette douleur, on va dire, et toutes ces sensations, elles partent, elles s'évaporent. Au final, ça veut dire que c'est éphémère, tu vois. C'est qu'un temps. Et de se dire que c'est pas la fin du monde et que tu vas pas mourir pour ça. Et placer ça, on va dire, à plus grosse échelle. Si tu te compares à d'autres vies, à d'autres personnes qui ont une vie beaucoup plus dure que la tienne, tu veux dire que c'est rien, ça aide déjà. Et se refixer un objectif pour repartir, c'est important. Ça marche. Moi, j'ai aussi une question par rapport à ton profil de combattant. Vous êtes des gens très disciplinés pour en être là où vous êtes. Comment est-ce que tu fais pour justement avoir cette discipline? Qu'est-ce qui t'aide à la cultiver, à la garder au quotidien? Déjà, la première notion, c'est que je suis un passionné de ça. C'est ma passion qui me guide. C'est ma passion qui me dit Ma passion, bien sûr, elle est épaulée par ma rigueur. Tu vois, j'ai une rigueur à tenir. Et parce que si je me fixe un objectif,
et je dois avoir de la rigueur pour pouvoir l'atteindre. Mais c'est ma passion qui me dit, bon, si tu as envie de devenir un champion, il faut que tu passes par courir 1 heure dehors, ou il faut que tu passes par ce sacrifice, même s'il pleut, il neige, il vente, il faut que tu le fasses, tu vois. Donc la notion de passion, je pense vraiment qu'il faut trouver sa passion. Moi, c'est ce qui me De drive. me stimule, tu vois. Et une fois que tu as trouvé ce qui te passionne, ça va se faire naturellement, tu vois. Toi, pourquoi je veux dire, pourquoi tu vas te lever très tôt le matin pour venir, pour installer, pour réfléchir à des scénarios, pourquoi tu te lèves pour faire toutes ces petites fiches, tous ces trucs, tu vois. C'est chiant, c'est relou, t'aimerais bien arriver ici et viens, on parle, on échange, mais au final, peut-être que t'auras pas le rendu que tu veux, tu vois. Ce qui te permet de faire ça, c'est la passion. Donc, La passion. ma réponse. Ça marche. Avant de monter sur le ring, avant d'affronter ton adversaire, tu es dans quel état? Est-ce que tu es plutôt relax ou tu es en mode stressé? Stressé. Je pense que toute personne tout combattant avant de rentrer sur le ring est stressé. C'est obligatoire. On parle de Mike Tyson, l'un des plus grands combattants. Il pleurait avant un combat, tu vois. C'est des gens qui avaient vraiment peur. Et donc, on va se battre, tu vois, au final. Tu vois, peut-être que dans d'autres sports, et ça, c'est un peu plus relax. Mais nous, on va se battre, tu vois. C'est quand même aussi notre santé qu'on met en jeu. Et du coup, t'as cette notion de peur. C'est vraiment une peur. Et en même temps, tu mélanges l'enjeu à ça. Parce qu'à haut niveau, si tu gagnes, bah, tu vas gagner autant d'argent et tu vas devenir un truc et les gens vont te voir comme ça et comme ci et comme ça. Et donc, tout ça fait que ça te met une pression, l'enjeu te met une pression. Et moi, c'est un bon sujet parce que c'est quelque chose que j'ai dû travailler même avec un préparateur mental. Ok. Moi, j'ai un préparateur mental qui s'appelle Romain, tout ça. Et c'est quelqu'un d'ici qui m'a vraiment bien appris et qui m'a permis d'atteindre un autre niveau aussi. Et les notions, moi, les 2 mots que je devais me répéter avant de rentrer sur le ring, qui me permettaient d'être plus relax, c'est plaisir et authenticité. Tu te répètes ça Plaisir dans la et tête? authenticité, je me répète. Plaisir et authenticité. Mais je répète pas juste 2 mots. Je répète ces mots qui me font penser à tout ce que englobe la notion de plaisir et authenticité. Ne pas oublier que ce petit Sohem, tu vois, qui est de la vidéo de Daouda, ça, il kiffait la boxe, tu vois. Et donc, soit lui, tu vois, soit cette petite personne qui kiffe la boxe et qui avait pas d'enjeu forcément avant, mais qui kiffait ce petit truc, tu vois. Donc, plaisir et authenticité, reste toi-même. Parce que qui t'a amené ici, c'est toi. Tu vois, t'as aussi usé des personnes qui t'ont facilité, on va dire, le chemin, mais c'est toi qui t'es amené ici, tu vois. Donc, sois toi-même et t'as des comptes à rendre qu'à toi-même. Donc, si toi, t'es satisfait de ce que toi-même tu fais, c'est tout. T'es bien avec toi-même, t'es en accord, tu vois. Donc, plaisir et authenticité, c'était mes 2 mots. Et c'est toujours... ces 2 mots-là, comme j'ai dit, je calcule ma vie de sportif de haut niveau aussi dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie de tous les jours. Avant de faire chaque chose, c'est plaisir et authenticité avant d'aller manger, si tu veux, pour prendre un truc banal, aller manger, prendre un resto avec ma femme. Je me dis, le plus important, c'est prendre du plaisir et d'être toi-même, tu vois. Ne pas jouer un rôle. Juste prendre du plaisir et être toi-même, tu vois. Rester authentique. Exactement. Ok. À présent, nous allons parler de ton côté entrepreneurial. Et il faut savoir que tu as la tête du PEF. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est concrètement le PEF? Le PEF, c'est une organisation de MMA amateur. Donc, on crée des événements où on va dire que tu as un championnat avec un champion et avec d'autres personnes qui essayent de faire en sorte de combattre pour arriver au titre. Et nous, on est là pour créer un événement, tous les, on va dire, 2-3 mois. On crée des événements basés principalement sur la métropole lilloise, mais on est en train de développer sur d'autres villes. Et on fait combattre ces sportifs pour monter en niveau, pour avoir la reconnaissance, pour toutes les conséquences d'un combat, tu vois. Ok.
Et on fait plaisir aussi, excuse-moi, je te coupe, plaisir aussi à un public qui vienne voir un show. Et voilà quoi. Mais du coup, toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a motivé à créer ça? C'est-à-dire que, est-ce que depuis longtemps, tu avais envie d'être un promoteur ou un truc qui est venu avec le temps? Moi, pour faire ça, j'ai identifié ce qui est super important et c'est pas le cas de tout le monde, je pense. C'est identifier sa passion. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me passionne, tu vois? Moi, c'est pas un secret, j'aime le sport. J'aime beaucoup le sport. J'aime gérer les équipes. J'aime entreprendre, créer quelque chose. J'aime la création, de créer quelque chose. Moi, si ça avait pas été ça, j'aurais pu être un créateur d'autres choses. Comme je disais tout à l'heure, je parlais avec un créateur de parfum et tout ça, et ça me passionne. J'aime beaucoup la façon dont tu fais, pourquoi il choisit ces produits-là et tout ça. Et donc, j'aime créer et j'aime l'événementiel. J'aime le show et j'ai des contacts aussi autour du show et tout ça. Donc, j'ai baigné dans ça, on va dire. Donc, j'aime le show, j'aime savoir mettre en lumière quelque chose et tout ça. Et donc, toutes ces choses ont fait que j'ai fait le choix de créer une organisation de MMA parce qu'aujourd'hui, je suis passionné de sport de combat et le MMA, c'est nouveau en France. Pourquoi j'ai choisi le MMA et pas la boxe? J'allais te poser cette question. Pourquoi j'ai choisi le MMA et pas la boxe? Parce que la boxe en France, on a fait le tour. On va dire que t'as des bonnes personnes qui ont pu faire développer ce sport et tout ça. On a déjà des gros événements qui sont créés autour de la boxe. Le MMA, c'est encore un petit bébé, tu vois. À l'époque où je l'ai fait encore, ça fait plus d'1 an que maintenant je suis dessus. T'avais l'UFC, mais t'es même pas encore. Je sais plus si l'UFC était venu en France, mais t'avais pas encore de grosses orgas 100% françaises, mis à part l'ARES. T'avais pas de grosses orgas 100% françaises. Et moi, je suis allé pas chez les professionnels, parce que t'as le milieu professionnel, mais le milieu amateur. Parce que je sais que moi, je suis un combattant de boxe olympique, tu vois. Et je vois toute l'ampleur que crée un combattant de boxe olympique. En amateur, ça n'existe pas. La boxe olympique, on va dire, c'est le niveau amateur, c'est les excellents amateurs, c'est ceux qui excellent en amateur. Ouais, ok. En boxe, en MMA, t'as pas encore cette rubrique-là n'existe pas encore. Ok. Et moi, je suis là pour innover un peu sur le marché. pour développer ça. Ouais. Je suis là pour développer, non pas pour me mettre sur le professionnel parce que c'est peut-être plus rentable, c'est peut-être truc et ça impressionne plus les gens. Moi, je suis là pour dire, avec des combattants de MMA, tu peux être hyper impressionné. Je suis là pour satisfaire aussi tout le monde. Je pense que mon événement a fait que les amateurs aujourd'hui sont dans des meilleures conditions. Avant, les amateurs n'étaient pas payés, tout ça. Donc moi, j'ai créé une organisation qui a fait concurrence à une autre organisation. Cette organisation, pour battre ma concurrence, parce que moi, je faisais vraiment un gros spectacle, il a commencé à mettre des primes. Et donc, ce qui a fait que moi, j'étais obligé de mettre des primes aussi pour m'aligner sur le truc. Et ça a fait en sorte que maintenant les amateurs ils sont payés, tu vois. Et moi je suis content de ça. Businessment parlant, c'est pas ce qui est le plus rentable pour moi, mais j'ai ramené ma petite pierre à l'édifice et je développe maintenant j'ai fait mon petit pas, on va dire, pour le MMA amateur et le MMA français, tu vois. Et est-ce que tu es le seul à gérer ça ou peut-être Non, parce que quand j'ai eu cette idée et que j'ai commencé le PEF, je suis encore sportif de haut niveau, mais j'étais interne à l'INSEP. Donc, j'étais à Paris, 24-24, je voyageais H24. Je ne peux pas créer une organisation, une entreprise. Tu peux pas gérer seul une entreprise. Tu vois. Donc, j'avais besoin. Et moi, en plus, en fonction de mes facultés, de ce que je sais faire, moi, je suis pas très le clavier, ordinateur, mettre des choses en place et tout ça. Moi, je suis quelqu'un d'hyper dans le concret, dans l'échange, voilà, dans le concret, dans l'échange. Et donc, mettre en place, j'avais quelqu'un pour mettre en place. Et donc, je me suis associé à une personne qui, à l'échelle de ce qu'on apporte, bien sûr, qui m'a permis aussi de pouvoir mettre en place ça. Et moi, je dis mes idées, écoute, je vais faire ci, ça. Et après, la personne me dit oui, mais tu peux pas faire ci parce que juridiquement, t'as pas le droit de ça et t'as pas de ça, tac. Et au final, après, on a mis en place et cette personne a développé aussi sa passion après pour le spectacle et pour le MMA. Et donc, aujourd'hui, on va dire qu'elle s'implique plus et elle essaye d'apprendre pour... Est-ce que tu as rencontré des difficultés du coup, ou est-ce que tu en rencontres toujours actuellement lors de la création ou peut-être actuellement encore? Les difficultés,
Ben, j'ai pas. Et je pense que c'est à travers ma vision des choses, j'ai pas encore trouvé quelque chose de me dire, ah, ça, c'est trop dur. Parce que je pense que chaque chose a sa solution. Si tu me dis des difficultés, j'ai déjà eu des événements. À 10 jours de l'événement, on peut plus faire 1000 places, on peut faire 500 places. Parce que la salle, elle peut prendre que 500 places parce qu'il manque un document. Et donc, on arrive à trouver toujours des solutions. Et ça, au final, ça te fait une perte de 500 places. Donc, c'est énorme, financièrement. Ouais. Et ça met vraiment l'événement à perte. Et nous, c'est un événement qui part de nos propres fonds. Tu vois, on n'a pas un investisseur au-dessus qui est truc. Donc, ça aurait peut-être fait couler la boîte, tu vois, au final. Mais je le prends plus en mode. Je le prends comme un coup, en fait. Je prends un coup, est-ce que je me laisse comme ça prendre le coup? Ou est-ce que je dois défendre, esquiver pour contre-attaquer, pour revenir meilleur derrière? C'est comme ça que j'ai pris le truc, donc je vois pas, j'ai pas vu d'énormes difficultés, j'ai pas peur aussi, comme on disait tout à l'heure hors caméra, j'ai pas peur de contacter. J'ai un besoin, truc, parce que aussi j'ai une certaine, j'ai un certain, faut pas dire, je sais pas, je suis quelqu'un, mais voilà, j'ai un certain statut sportif et tout ça, donc on peut m'entendre, on peut me prendre au sérieux, et donc ça me facilite aussi dans ces choses, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de commencer ça ici, chez moi, parce que je suis ambassadeur de la métropole lilloise, ambassadeur de la ville de M, et mon premier événement c'était à la ville de M, parce qu'ils m'ont très bien accompagné pour faire cet événement, tu vois. Et donc aujourd'hui, j'ai pas encore rencontré d'énormes difficultés, mais dans le milieu de l'entrepreneuriat, toi, tu le sais, tout le monde le sait, que tu rencontres toujours des difficultés, tu as toujours des choses, mais c'est un jeu pour moi. Tu vois, c'est un jeu. Ça relie un peu mon histoire de concurrence avec mes frères. Ah, tu penses que tu vas me battre dans le truc, ben viens, on va dans ça, moi je vais te battre dans ci, tu vois, tu veux mettre l'échelle plus, moi je mets. Et c'est bien parce qu'au final, cette histoire de 500 places, ça m'a permis de faire un document qui a rendu, on va dire, la salle dans les normes, et cette salle, je vais pouvoir toujours l'utiliser maintenant. Alors que si j'avais pas fait ça, ben, au final, peut-être que pas cette édition, mais l'édition après, je vais faire 500 et c'est moins rentable pour moi, tu vois. Ok. Et est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur la mise en place du PEF? Je sais pas, le fait que ce soit des amateurs, est-ce que ça... Ouais, t'as me donné une petite anecdote, hein, En fait, c'est beaucoup. Ce qui est marrant, c'est que on est une équipe de plusieurs passionnés, Ouais. tu vois, et on est des potes en fait, tu vois, on est des amis, on rigole, on prend au sérieux ou pas certaines choses, et donc t'as plein de petites anecdotes hyper marrantes, et au final, au début, dans l'entreprise, il n'y avait que moi qui connaissais le MMA, et moi-même, je suis pas un expert du MMA, je viens de la boxe. Ouais. Donc moi, j'étais le plus gros expert MMA, on va dire, mais je connaissais pas forcément beaucoup, tu vois. Et donc j'ai dû m'intéresser, et comme je suis passionné, c'est même pas quelque chose qui m'a dit intéresse-toi, essaye de chercher, parce que ça se fait naturellement. Mais t'as certains, je sais plus si c'était le deuxième ou troisième événement, on arrivait à 30 minutes de l'ouverture de l'événement, on vient me voir à fond, tu vois, je suis dans le casque et tout ça, on vient me voir. Soit il n'y a pas de gants. Ouais, c'est chaud ça. Il n'y a pas de gants. Mais nous, tellement on fait un truc au feeling, on fait un truc, c'est un peu à l'arrache, on va dire. Le rendu, il est hyper carré, mais nous aussi, tu vois, derrière, ça se bouscule, ça. Tellement qu'on fait ces trucs un peu à l'arrache, t'as pas de responsable matériel, t'as pas de truc. Et maintenant, on en a mis un parce que c'est une claque, on va dire, qu'on a pris et qu'on ne refera plus, tu vois, c'est ça le plus important. Mais il n'y a pas de gants. Ah, ouais, j'appelle mon frère, il me dit, moi, on va chercher des gants chez lui, des tacs. Au final, on arrive à, on va dire, côté un peu un petit truc, mais t'arrives toujours des choses comme ça. Et après, on va dire, c'est des souvenirs qui te donnent un peu plus chaud, mais moi, ce que j'aime le plus, vraiment, ce que j'aime le plus faire au PEF, c'est négocier avec les gens. Pour certaines personnes, ça les saoule de négocier. Après, ça dépend dans quelle aussi partie de tableau tu es, tu vois. Mais moi, je kiffe négocier parce que je pense que j'ai cette faculté de trouver ce qui va intéresser la personne. Si moi, demain, je te dis, je
J'ai dit, viens, on échange. Moi, je prends ta chemise, toi, tu prends mon t-shirt. Tu vas me dire, ah non, ma chemise, je sais pas, imaginons, ma chemise, elle coûte plus cher que ton t-shirt. Pourquoi je vais l'échanger? Et moi, je vais trouver pourquoi tu dois porter ce t-shirt. Et moi, pourquoi je dois porter cette chemise. Et qu'est-ce qui va être rentable pour toi au final. Et qu'est-ce qui va t'apporter au final de porter ce t-shirt et moi cette chemise. Ouais, tu vois, la négociation. Je vais te dire un truc, peut-être que ta chemise elle est là, mais là tu dois avoir cette personne. Et je sais que cette personne, elle kiffe les t-shirts de cette couleur-là. Et en plus, tu vas te sentir plus à l'aise avec ces t-shirts et trucs. Et moi, avec cette chemise, bah, je vais faire hyper pro et je vais gagner ça. Et de ce que je vais gagner, toi aussi, tu vas prendre ça. Et donc, c'est ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, soit. Négocier, ça m'intéresse. Et en fait, souvent, quand on dit négocier, tu t'attends à un grand, un peu Manitou. Le mot négociation, ça fait un peu peur, tu vois. C'est relié à perte d'argent, perte de quelque chose. Moi, ce qui me passionne dans la négociation, c'est de trouver le bon compromis gagnant-gagnant, tu vois. Où est le curseur de gagnant-gagnant, tu vois. À partir de quel moment, toi, tu vas gagner quelque chose et moi aussi, je vais gagner, tu vois. Et que tu vas pas te sentir frustré dans ce truc-là. Parce que c'est important. Si tu veux perdre une négociation, frustre la personne, l'interlocuteur, frustre-le, t'as perdu, c'est sûr. Mais comment je vais faire pour discuter avec toi et que tu sors de cette salle avec le sourire, limite de j'ai fait ma touchette, j'ai gagné un truc, pourquoi il a fait ça? Et moi-même, je sors aussi avec ce sourire de waouh, il est rentré dans le truc, tu vois. Donc, c'est ce qui me passionne. Et le PEF, c'est un bon champ de bataille pour développer ce truc parce que tu peux parler c'est beaucoup de prestataires, tu vois. Tu parles avec des gens de partout. Et quand tu mets ça en place, quelle est la réaction de tes proches, de ta maman, de tes frères? Est-ce que c'est bien accueilli? J'ai un frère qui était pas très chaud pour que je fasse l'événement parce qu'il disait ouais, ça peut être c'est risqué, tu vois. Ouais. Et on a tendance aussi, nous, dans le milieu d'où on vient, choisir le truc le moins risqué. Tu vois, bien moi, j'aime le risque. Moi, j'aime le risque. Bien contrôlé, bien géré, bien sûr. Mais j'aime le risque. Et du coup, il me déconseillait un peu. J'ai d'autres frères aussi qui étaient hyper partants aussi. Truc. Mais je ne prends pas mal le fait qu'il est pas, c'est pas qu'il est pas cru, mais qu'il était pas hyper chaud pour se lancer dans ça. Parce que lui, ce qu'il voulait pour moi, c'est mon bien, tu vois, et que je prenne le moins de risques. Et pourquoi tu vas faire ça alors que tu pourrais faire ça, tu vois. Mais ça a été aussi un objectif pour moi de regarde, je vais réussir pour me rendre fier, parce que authenticité, c'est à moi que je dois des comptes, mais aussi montrer à mon frère aussi et à mes frères que je suis capable de faire ce truc, tu vois. Donc t'as ça, et comme j'ai dit, t'as des frères qui étaient hyper hypés par ce truc et qui se sont mis à disposition, on va dire, pour l'événement. Et mes frères m'aident pour cet événement. Moi, j'ai un frère infirmier qui est le responsable de l'espace médical au PEF. J'ai un frère, Iliane, qui est dans le milieu bien plus que moi, qui performe, voilà, qui est à l'ARES, qui a combattu à l'Hexagone, qui performe dans le milieu et qui crée aussi des contacts et qui me permet aussi de me dire ouais, tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça. Qui a été à l'UFC, qui a été le sparring de Hamza Chimaev, etc. Et dit à l'UFC, ils font ci, ils font ça, tu devrais faire ci. Et ça m'aide beaucoup, tu vois. Donc au final, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Le fait que le MMA aussi soit un sport jeune et qui ait mis du temps à être adopté en France, est-ce que le fait que toi tu l'aies fait en amateur, ça n'a pas posé problème, non, ne serait-ce qu'au niveau même des administrations? Non, parce que ça a été légalisé, donc c'est légal, c'est quelque chose de légal que je fais. Et moi, j'ai préféré tout de suite, même pourquoi j'ai choisi aussi le côté amateur, c'est que le MMA n'a pas été accepté parce que c'était vu trop comme un sport hyper violent. Et le MMA amateur, c'est déjà moins violent que le MMA professionnel. Ah ouais? Il y a pas de MMA professionnel, tu as des différences. En MMA amateur, tu n'as pas le droit de mettre des coups de coude. Ok. T'as des protèges tibia. Les gants sont plus gros. Donc, qui dit gants plus gros, protège tibia, pas de coup de coude.
moins d'ouverture, moins de sang, moins impressionnant. Et moi, quand tu viens au PEF, tu as vraiment des gens de toutes les classes, tu vois, toutes les classes sociales. Vraiment, ils sont là, ils prennent plaisir. Tu as des femmes, tu as des hommes, tu as des plus jeunes, tu as des personnes âgées, tu as vraiment de tout. Parce qu'on, outre le fait de proposer des combats de MMA, on offre vraiment un vrai spectacle, tu vois. Et on a des places qui coûtent le prix de l'événement, qui peuvent paraître être un peu chères pour certaines personnes qui ne sont jamais venues à l'événement. Après, on essaye de mettre toutes les classes aussi en termes de prix pour pouvoir rendre le truc le plus accessible possible. Mais on n'a jamais eu de mauvais retours. On n'a jamais eu des gens qui se sont dit... au contraire, on a eu plus eu le contraire. Oui, je suis là, je prends ma place VIP, je peux manger, je peux rencontrer des stars, je peux voir un événement, je peux avoir mon petit goodies, mon petit truc. Juste à ce prix-là, tu vois. Donc, c'est des choses que, surtout dans le MMA, après on est encore en français, je sais que c'est que le début, c'est vraiment le début. C'est pour ça que je suis content. Moi, je sais que limite, là, c'est la période la plus difficile. Je ne vois même pas ça difficile, mais c'est la période la plus difficile. Quand le MMA va prendre l'ampleur que ça doit prendre en France, c'est comme le paddle, on va dire, en France actuellement. Le paddle, c'est que le début du paddle, mais je suis sûr que le paddle, ça va prendre une ampleur incroyable, tu vois. Donc moi, je suis content de ça, tu vois, je suis sûr de mon coup. Ouais. Au fur et à mesure que ça va avancer, ça ne pourra que s'améliorer, en fait. Après, ce sera jamais facile, parce que qui dit plus de spectateurs, dit devoir faire un show plus grand, et qui dit plus grand dit plus difficile, etc. Et donc tu as beaucoup aussi de nouvelles entreprises qui vont se créer, donc ça va créer la concurrence et ce qui va faire qu'on va se développer et tout ça, et donc c'est pas forcément facile sur le coup. Mais je suis prêt à ça. Et aujourd'hui, que représente le PEF en termes de chiffres, les chiffres que tu as envie de nous partager? Ben, sans parler de chiffres, le PEF aujourd'hui c'est l'organisation amateur numéro 1 en France. Donc c'est la référence en France. Même pas en un an, un peu plus d'un an, on a réussi à se placer en tant qu'organisation numéro 1. PEF, c'est aussi la première sur cette édition-là, d'ailleurs, la première organisation 100% amateur de MMA à passer sur RMC Sport, le plus gros diffuseur, la plus grosse chaîne sportive de France. C'est en général sur les événements 1200 personnes qui sold out, c'est que des guichets fermés. On va pas parler chiffres, mais c'est un bon business, tu vois. Vous êtes les leaders dans votre domaine. On est les leaders dans le domaine, c'est ce qui m'intéresse, tu vois. C'est pour ça que je veux, même si en pro, j'aurais peut-être pu gagner beaucoup d'argent et faire gagner beaucoup plus d'argent à mon équipe, bah, je pense que le milieu, moi, ce que je veux être, c'est le meilleur dans ce que je fais. Ce qui vaut pour mon sport. Ce que je veux, c'est le meilleur c'est d'être le meilleur. C'est pour ça que quand tu me demandes boxe et tout ça, moi, je suis prêt à repartir et tout ça, mais je me pose vraiment la question. Quand je fais quelque chose, c'est pour être le meilleur. Je veux pas partir pour être le deuxième et tout ça. Et donc, je vais devoir gérer entre les deux. Être le meilleur dans deux choses différentes, c'est pas facile non plus. Donc, je vais devoir créer un environnement qui me permettra d'être meilleur dans ça et dans ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de construire, on va dire, cet environnement. Et quelles sont tes perspectives d'évolution, je dirais, dans 10 ans? Est-ce que tu envisages d'être le prochain UFC ou peut-être même passer du stade de amateur à professionnel? Est-ce que ces idées-là sont déjà claires ou tu es toujours en train de les faire? Non, moi, c'est pas, comme je l'ai dit, je ne veux pas être une organisation professionnelle. C'est pas mon but. Moi, je pense qu'un jour, c'est fortement possible que le MMA sera aux Jeux Olympiques. Tu vois. J'y crois, le MMA, c'est parce que c'est un sport rentable, c'est un sport qui est hyper qui a beaucoup de viewers, t'as beaucoup de personnes qui regardent le MMA. J'ai envie d'y croire aussi. J'y crois et j'ai envie d'y croire. Et je pense que le MMA amateur va se développer à une très très grosse échelle. Donc les championnats du monde aujourd'hui, bon, c'est un petit impact, c'est un peu connu mais pas forcément, mais ça sera des très très gros championnats du monde par la suite. Et j'ai envie d'être l'organisation de référence dans le monde, tu vois. Et
pour parler monde, on veut d'abord être à notre échelle La France. nationale. Donc, c'est ce qu'on a fait. On fait ça à Lille. J'aimerais bien me développer sur Paris. Là, sur l'année 2025, on a une date sur Paris. Donc, on va développer ça sur Paris. Et après, j'aimerais bien aussi développer le continent africain. Donc, faire des événements comme j'ai dit, nous, on est là pour ouvrir des portes aussi. Et donc, je pense que le continent africain regorge de potentiel. Déjà, sportif, hein, c'est plus un secret. Donc, du coup, j'aimerais ouvrir ça en Afrique, dans une ville qui saura nous accueillir et qui arrivera à faire le tremplin entre les deux, tu vois, une ville un peu très touchée par la France, pour pas que je sois perdu, moi. Une ville, on va dire, entre France et Afrique, enfin un pays, pardon, entre France et Afrique. Et est-ce que tu as développé ça? Désolé, je t'ai coupé. Dans Seychelles. Ok. Est-ce que tu as des pays déjà dans ton viseur en Afrique? Moi, j'ai déjà le Maroc dans le viseur. Parce que je trouve que le Maroc, c'est un pays, notamment Marrakech, Casablanca, tout ça, c'est des villes où quand tu vas en été, tu te crois en France, tu vois. Tu es limite en France et donc ça serait beaucoup plus simple pour moi. Et voilà, et moi je suis un Africain, tu vois, donc je veux développer ça dans mon continent. Et après aussi financièrement parlant et tout ça, c'est des structures dans lesquelles je vais pouvoir peut-être m'installer. Et aujourd'hui à Casablanca, pourquoi je parle du Maroc? Parce que le premier UFC gym a été ouvert aujourd'hui, enfin cette année au Maroc à Casablanca, tu vois. Donc ça veut vraiment dire que il y a des choses à développer autour de cette ville et de ce pays. Et donc pourquoi pas faire l'événement dans le lieu. Si l'UFC, la plus grosse entreprise de MMA, a investi là-bas, c'est pas pour rien. Ouais. Et donc je pense qu'on va essayer d'être la première organisation amateur française à s'installer là-bas. Et est-ce que tu as déjà essayé d'autres types de business, aussi bien ici en France qu'en Afrique, hein? Non, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé plein de choses dans la restauration, truc. Quand il y a eu le Covid, quand tout avait fermé et tout ça, j'étais en train de courir et tout ça. Bon, là, il y a le Covid. C'est sûr qu'il y a des opportunités. Moi, le Covid, je l'ai vu. Bon, après, bien sûr, voilà, c'est triste et tout ça pour les conséquences que le Covid, que cette maladie a amené, tout ça. Mais je l'ai vu aussi comme une opportunité. Je savais que il y allait avoir des débouchés derrière le Covid. Et tout simplement, j'avais vu le truc, tous les restaurants fermés, tous les trucs, et c'était pendant le Ramadan en plus. Donc moi, je sais que toutes les personnes qui font le Ramadan et tout ça, le soir, on a notre première mi-temps à table avec la famille, mais la deuxième mi-temps, elle est hyper importante. Et donc, je me dis, où vont aller toutes ces personnes qui ont besoin de faire leur deuxième mi-temps? Et donc, j'ai ouvert un petit truc, un petit commerce, on va dire, de livraison emportée, on va dire, de nourriture, et ça avait hyper bien fonctionné. Et au final, par la suite, après, t'as plein de gens autour de moi qui l'ont fait aussi, et ça a marché aussi pour eux, mais j'étais plus content de trouver un business qui marche que la rentabilité, tu vois, au final. Ouais. Même si ça a été hyper rentable. J'avais pris un mec de chez moi, un petit de chez moi, il a été chauffeur, j'ai pris une personne qui savait bien cuisiner, passionnée par la cuisine, encore on revient à la passion, qui cuisinait, qui est ce truc ou pas, elle allait faire ses trucs. Et donc du coup, ouais, ça a bien fonctionné. Après j'ai fait d'autres business, hein, mais celui-là, c'est celui qui me marque le plus parce que j'étais vraiment à la recherche d'un business. Je courais et je me disais, t'as le Covid là, c'est pas possible, tu dois avoir un truc. Et au final, t'as des choses qui me sont passées un peu sous le nez et que j'avais eu l'idée, mais j'avais pas toutes les possibilités de faire. Fallait être infirmier en même temps et tout ça. Et j'essayais de dire à mon frère le truc. Après ça, les gens ont compris le truc et ça a été beaucoup trop vite. Mais c'est un truc qui aurait pu me permettre aussi d'être là à l'abri à vie aussi. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est des opportunités, ça vient, ça part. Là, actuellement, je sais que si je veux, c'est possible qu'il y ait une idée dans ma tête qui va révolutionner, qui va faire en sorte de passer un cap, mais
Voilà, j'ai pas peur de ça. Je sais que les idées, c'est pas ce qui manque. Et comment ta mère, elle le perçoit, ce côté entrepreneur? Parce que tu sais, nous, on est africains, les parents, ils aiment beaucoup la sécurité, ou du moins de faire de longues études. Mais elle voit son fils qui, déjà, il tente une carrière dans la boxe, sport qui est vu comme violent, tu vois. Et maintenant, qui entreprend plein de petits trucs. Bah, au début, c'est sûr que t'as pas envie que ton fils fasse une grosse carrière dans la boxe et se dise truc et il part de rien. T'as une incertitude, c'est pas le premier choix que tu vas lui conseiller, donc elle était pas hyper hypée, on va dire, par ce truc. Mais après, c'est le résultat qui a fait que tu dois l'accepter, tu vois, au final. Tu vois, quand je le disais au début, ma mère, elle m'interdisait de faire de la boxe parce que c'est un sport violent, c'est des trucs, on est des frères, ils vont peut-être se battre par la suite à cause de ça et tout ça. Et ce que je comprends et ce que j'entends totalement, et j'aurais peut-être dit moi aussi la même chose à mes enfants si j'avais été à sa place, tu vois. Mais j'étais hyper borné, buté, tu vois, buté, borné, je savais que j'avais quelque chose à faire dans ce truc, dans ce sport. Et donc j'ai pas lâché, et au final, quand elle voit ses copines, ses amis, des gens qu'elle connaît même pas, oui, vous êtes la mère de ce Boafia ou truc, et Une fierté. ouais, ben elle est fière. Au final, ce qu'elle veut, c'est la réussite, tu vois. Donc je fais quelque chose de licite. Le sport, c'est bien pour la santé, je fais quelque chose de bien, j'amène du bonheur autour de moi. Tu éduques aussi. Voilà, j'éduque, je transmets. C'est les valeurs qu'elle nous a inculquées, tu vois. Et quelque part aussi, je pense qu'il y a cette rage-là qui te pousse à vouloir la mettre à l'abri, d'autant plus qu'elle a été la seule à vous Bien sûr. élever. Bien sûr, on a eu beaucoup aussi on a été aussi beaucoup pointés du doigt, nous étant jeunes, parce qu'on était ce garçon, truc. Bon, peut-être que ces enfants, ils vont faire ci, ils vont faire ça, truc. Et donc, j'ai aussi cette revanche à prendre pour moi, mais aussi pour elle, de se dire, regardez ce qu'elle a fait de nous, tu vois. Regardez ce qu'elle a fait de nous. Et aujourd'hui, elle est fière et je suis content de l'exposition que ça prend un peu. C'est un peu sadique, mais je suis fier pour elle. J'aime limite te narguer pour elle, tu vois, même si c'est pas mon intérêt, c'est pas ce que je veux, tu vois, au final. Mais je suis content que le voisinage voit que regardez ce qu'on fait. Des fois, t'as la télé qui vient devant chez moi, tac, je vois la camionnette avec écrit TV Chop. Ça regarde par la fenêtre et tout ça, je suis content. Tu vois, je suis content. Et du coup, le fait de ne pas avoir cette figure paternelle, là, au final, toi, tu l'as transformé comme une force. Ouais. Qui t'a... Ouais, je l'ai. Je l'ai parce que mon papa était quelqu'un de bien. C'était vraiment quelqu'un de bien. Je l'ai pas connu, mais je sais que c'est quelqu'un de bien parce que il a eu beaucoup d'amis et j'ai beaucoup d'amis autour et beaucoup de personnes m'en parlent. Et encore, il y a quelques mois, j'étais à un baptême d'un ami et ça n'a rien à voir avec le milieu dans lequel j'ai grandi. Ouais. Et j'ai rencontré une personne là-bas, c'était un ancien ami à mon père qui faisait du football avec lui et qui est gros chef d'entreprise aujourd'hui. Et il dit, t'es fils à Ali et tout. Mais c'est à 1% de chance sur 1% de chance que cette personne connaisse mon père, tu vois. Ouais. Et ce truc-là, et toutes ces personnes, j'ai jamais eu entendu un truc négatif. Après, en général, tu parles pas mal des défunts, mais ils ont vraiment envie de venir et me dire, c'était quelqu'un de bien, il était comme ci, il était comme ça, ils ont tous le même discours, tu vois. Donc je sais que c'était quelqu'un de bien, et il aurait été fier de ce qu'on fait. Mon père était fier de Mohamed Ali, de boxe et tout ça. Donc je sais que ça leur a rendu fier et ça me va, tu vois. Et ça a été une force, et comme je le dis, t'as des gens, t'as toujours pire. Enfin, t'as toujours pire, t'as des gens qui n'ont pas de parents du tout, t'as des gens, t'as toujours pire, tu vois, toujours pire que toi. Moi j'ai grandi, j'ai toujours eu à manger, à boire sur ma table. J'ai manqué de rien. Je suis pas allé dans les plus grands hôtels étant jeune et tout ça, mais j'allais peut-être au camping et tout ça, mais j'étais hyper content là-bas. J'étais même aujourd'hui, quand je fréquente des gens qui sont beaucoup plus aisés et tout ça, ils me disent, moi j'aurais kiffé moi aller au camping, tout ça, ou j'aurais kiffé aller j'en parle moi avec ma femme qui vient d'un milieu déjà plus aisé. Et ses parents, ils me disent, quand on était petit, elle voulait aller au camping et tout ça, et nous, moi, je l'emmenais à l'hôtel, tu vois, dans des gros hôtels, et elle voulait aller au camping, et c'est un bon sujet, tu vois, parce que moi, j'ai vécu ça, et j'ai été heureux, tu vois. J'étais hyper heureux. Ma mère a fait en sorte
qu'on arrive à manquer de rien. J'ai fait des choses que même des personnes plus ou moins aisées ne font pas. J'ai été au ski, je suis allé au ski, je suis allé en vacances, je suis allé dans des grandes destinations à travers aussi le sport. J'ai manqué de rien, j'ai bien mangé, j'ai truc. Vraiment, j'ai pas à me plaindre. Vraiment pas à me plaindre, tu vois. Ouais. Bon, le podcast il touche presque à sa fin parce que tu dois bientôt y aller. Bon, j'ai 2 dernières questions à te poser. Si aujourd'hui tu devais te retrouver à table avec 5 personnes, aussi bien vivantes que décédées, qui est-ce que ce serait? En fait, c'est pour savoir qui sont tes inspirations. Qui seraient ces personnes? Ouais, qui seraient ces personnes? Bah, mon père déjà. Mon père. Ma famille. Après, on n'est pas truc. Après, si tu parles d'inspiration, pouvoir prendre. Je m'attendais à ce que tu me sortes des Mohamed Ali, des trucs comme ça. Je préfère ma famille. Vraiment, je préfère être. Tu vois, je préfère. 1 minute avec mon papa autour d'une table, ça vaut toute une vie avec Mohamed Ali. Tu vois, je m'en fous de ça, tu vois. Genre, bah, c'est inspirant. J'ai la télé pour regarder tout ça, c'est bien. T'as pas besoin de vivre avec eux pour plus en apprendre, je pense. Mais ouais, je te dirais. Bah, des gens inspirants, des gens qui ont inventé, des gens qui sont pas forcément, qui ont pris une voie différente. Et Martin Luther King, c'est des gens comme ça. Pourquoi tu as décidé de faire ça, tu vois? Mais qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Je sais qu'il va me répondre la passion, tu vois. Mais comment tu as eu l'idée? Tu vois? Comment tu as eu l'idée? Je pense que du jour au lendemain, on peut tous être des personnes qui marquent l'histoire. Il suffit d'une idée, en fait. Il suffit d'une idée. Il suffit de ne pas vouloir s'asseoir au fond du bus. Il suffit de se rendre compte que bah, quand on chauffe l'eau, elle s'évapore. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit. Ça se joue à rien, vraiment. Et moi, j'ai cette conscience-là. J'ai cette conscience que la vie, ça se joue à rien, vraiment à rien, à une idée, à une rencontre, à une discussion, à une balade. Ça se joue à rien. Tu vois, ça se joue vraiment à rien. Tu peux rencontrer vraiment ton destin, surtout et n'importe quoi sur une cuillère. Tu peux goûter un truc. En fait, pourquoi je vais pas faire ci, ça? Ça se joue à rien, tu vois. Moi, je t'ai dit, bon, c'est pas un truc incroyable, mais j'ai eu l'idée de faire ce petit business pendant que je courais, pendant que j'étais en train de faire un footing. Je courais, je me dis, wow, pourquoi je vais pas faire ça, en fait? L'idée, elle est venue toute seule. Tu vois, c'est Dieu qui te met ça dans... Enfin, personnellement, parce que c'est Dieu qui te met ça. Il faut juste être prêt à l'accueillir, tu vois. Parce que tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'aurais pu avoir cette idée de développer un truc, business, un truc là. Mais si j'avais pas ces contacts, j'avais pas cette bonne relation avec ces personnes, j'avais pas un petit fonds d'investissement, enfin un petit fonds de côté pour pouvoir investir, ben, j'aurais pas pu faire ça, tu vois. Donc du coup, il faut être prêt à accueillir les choses. Et voilà, après, identifier sa passion, c'est hyper important. T'as beaucoup de personnes, tu leur dis, mais toi, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? Parce qu'ils se plaignent, et toi, ah non, moi, j'aime pas le boulot, j'aime pas trop. Toi, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? C'est une vraie question. T'as beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'ils aiment vraiment. Qui vont dire, ah, moi, j'aime bien les gâteaux, j'aime bien le chocolat. Mais non, mais qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? Dis-moi un art que t'aimes faire. Et en plus, aujourd'hui, on est en 2024, bientôt en 2025. T'as des gens qui percent, qui arrivent à créer des entreprises et encore je regarde des vidéos, t'as des mecs qui font des milliers de vues, des millions de vues, et il met un ballon avec de l'eau dedans et il fait des pranks, paf. Et... Ces gens, ils font des pranks, ils font des millions de vues, et t'as des gens... Mais parce que, au final, je critique pas, c'est leur passion. Sa passion, c'est de faire des pranks. Sa passion, c'est de montrer sa vie. Sa passion, c'est de faire des vlogs, de se filmer, des trucs. Maintenant, on est dans une période où on peut créer du métier, tu vois, on peut créer des métiers. Avec Internet, tout ça. C'est pour ça que mon débat que j'avais eu avec mon ami par rapport à la société nous impose de t'aimes bien quoi? T'aimes bien les voitures? T'es mécanicien. T'aimes bien ça? T'aimes bien ça? Non, tu vas devenir ça. Non, pas forcément. Il faut s'attacher à ce que tu aimes. Et ce que tu aimes, tu pourras en faire ton métier plus tard. Juste, tu consacres. Par exemple, là aujourd'hui, t'aimes bien la langue, t'aimes bien l'anglais. Tu sais pas parler anglais, t'aimes bien l'anglais. Juste, tu consacres
3 heures par semaine à apprendre l'anglais. Si tu fais quelque chose, tu es passionné et que tu le fais à fond, tu deviendras bon dans ce truc-là, au minimum, tu deviendras bon. Si tu consacres 3 heures, pendant 3 ans de ta vie, tu consacres 3 heures à parler à l'anglais, même tu as le plus de mal à apprendre, à enregistrer et tout, tu seras forcément bon. Tu On peut finiras. parler dans le sport, tu fais de la boxe pendant 30 ans, tu travailles dur, tu fais de 20 ans de boxe, que tu sois obèse, ce que tu veux, tu deviendras au minimum bon. Mais je dis pas que tu vas exceller, parce que aussi tu as des prédispositions qui font que... Mais au minimum, tu seras bon dans ton truc. Et en étant bon, ça développe du métier. Demain, tu seras peut-être coach. Si maintenant, tu es passionné de vidéos et tu aimes créer des vidéos, tu te passionnes, tac, tu fais de la vidéo pendant 10, 15 ans, au final, tu vas pouvoir te créer ton métier. Tu ne seras pas la référence, celui qui excelle et tout ça, mais on a tous besoin de quelqu'un qui est là, qui va te créer des vidéos et tout ça. Tu auras de l'emploi avec ça, tu vois. Donc, je pense qu'il faut vraiment identifier dans quoi on est bon, qu'est-ce qu'on aime, même si on n'est pas forcément bon. Identifier ce qu'on aime et travailler dur jusqu'à ce que ça paye, tu vois. Après, bien sûr, la vie, tu me diras oui, mais moi je dois remplir mon frigo, j'ai un truc. D'accord, tu dois remplir ton frigo, fais ton boulot et à côté de ça, consacre 1 heure, 2 heures, 3 heures en fonction du temps que tu as, tu vois, à te développer. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui est le plus important de développer, c'est pas ces plantes que je vais arroser, tu vois, c'est moi l'arroseur, tu vois. Donc c'est moi le plus important. Si j'arrive à me développer et à faire en sorte que j'ai plus d'eau dans mon récipient, ma petite plante, au final, elle grandira plus et elle vivra plus longtemps, tu vois. Donc c'est le plus important, c'est identifier ce qu'on aime. Parce que moi je suis persuadé que là où on est le plus bon, c'est quand on fait quelque chose qu'on aime. C'est le plaisir. On est à 100%. Et donc, identifier ce que tu aimes et le développer, tu vois. Ça marche. Ouais. Très bien, merci beaucoup, Sohaib. C'est à toi. Les amis, comme vous avez pu le voir, cet épisode, il était lourd. Je vous invite une fois de plus à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis ciao, à la prochaine.